Est-ce que le son, ça va pour tout le monde? Ouais, c'est bien. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une conférence gesticulée? Non, pas bien. Alors en fait, une conférence gesticulée, c'est une prise de parole en public, mais sous forme de spectacle. Parce qu'en fait, moi, je peux parler de handicap pendant des heures, voire des jours entiers, mais ça risque d'être un peu rébarbatif pour vous. Donc l'idée, c'est de le mettre un petit peu en scène, sous forme de spectacle, pour que ce soit un peu plus ludique. Et aussi, une conférence gesticulée, en fait, ça s'appuie sur ce qu'on appelle des savoirs chauds et des savoirs froids. Donc les savoirs chauds, c'est mon histoire de vie. Donc je vais vous raconter un peu ma vie. Vous allez voir, c'est chaud parfois. Et puis de temps en temps, je fais un pas de côté, et puis j'essaie d'analyser un petit peu la situation, et c'est ce qu'on appelle des savoirs froids. Voilà. Donc on va passer en gros 1h30 ensemble, et après on propose un échange pour ceux qui ont envie. Alors en fait, moi, comment je suis arrivée là? Moi, avant d'avoir des enfants, j'avais jamais trop croisé le handicap. Alors quand je dis que je ne l'avais pas trop croisé, peut-être que j'avais croisé mais que je ne l'avais pas vu, ou que j'avais peut-être un peu tourné la tête, pas très à l'aise. En tout cas, je ne me sentais pas concernée, j'étais loin de ça. Et quand je dis que je ne le voyais pas, c'est vrai que quand on ne vit pas quelque chose de près, par exemple quand moi j'étais enceinte, je voyais des femmes enceintes partout. Là je n'en vois plus aucune, pourtant il doit bien y en avoir quelques-unes encore. Et pour dire que voilà, le handicap c'était le truc où j'étais un peu loin, quoi. Je ne me sentais pas concernée trop. Et en fait la seule chose que je connaissais du handicap, c'est ça. C'est les places de stationnement pour les personnes handicapées. C'est vrai que ça, même quand on est loin, on connaît, parce qu'on est beaucoup à s'être retrouvés en train de galérer en voiture à chercher une place et on ne trouve pas. L'heure tourne, on va bientôt embaucher, parce que nous on bosse, les valides, on n'a pas de places réservées, donc on galère et on a l'impression que ces places bleues, il y en a à perte de vue et qu'elles sont désespérément vides. Ce qui venait, je crois, conforter un petit peu l'image que j'avais du handicap, à savoir le handicap en France, ça va quoi. Je crois que j'ai pensé ça longtemps, sans m'être trop posé la question, jusqu'au jour où moi aussi j'ai eu la carte. Un jour j'ai eu la possibilité d'utiliser ces carrés bleus, et étonnamment, je les trouvais beaucoup moins attirantes ces places, du coup. J'avais pas trop envie d'aller là. Je me suis retrouvée avec mon petit garçon et moi je me disais, mais il n'y a pas de raison que j'aille là. Moi, avec mon petit garçon, je veux continuer à vivre avec vous, quoi. Donc je suis allée toquer à la crèche, plus tard à l'école, à l'accueil de loisirs. Et en gros, je m'entendais dire un peu toujours la même chose. Alors, j'ai jamais croisé de professionnels qui soient malveillants du tout. Mais je croisais le discours des professionnels, en gros, c'était de me dire, vous savez, là, on en a parlé en équipe, et très sincèrement, nous, on n'est pas formés pour, donc on a peur de faire des bêtises, on préfère vous dire non. Ils préfèrent nous dire non. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels d'accueil de loisirs, de crèches, qui ont une représentation du handicap et qui préfèrent nous dire non, et leur analyse s'appuie en fait souvent sur des clichés, des représentations, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur, ils sont sûrs que ça ne va pas le faire, quoi. Mais résultat des courses, moi je me retrouve avec mon petit, et du coup c'est compliqué parce que en fait c'est vrai qu'en France, pour les enfants qui vont bien, vous savez, ceux qui poussent comme des champignons, le relais, c'est assez bien organisé entre la crèche, l'école, l'accueil de loisirs, le périscolaire, etc. Et nous qui avons encore plus de besoins, on a encore moins de réponses. Donc, je vous assure que j'ai bataillé longtemps pour essayer de rester dans ce milieu dit ordinaire. Et au bout d'un moment, par la force des choses, j'ai fini par baisser les bras, par baisser la tête aussi, et j'ai fini par aller là où on me disait d'aller, là où on disait que c'était notre place, quoi. Et je ne suis pas venue là par gaieté de cœur, mais une fois que j'y étais, là, je me suis rendu compte qu'en fait, on
on est un sacré paquet quand même, avoir des enfants handicapés. J'ai rencontré plein de parents là. Alors plein de parents, pour être honnête, j'ai surtout rencontré des mamans. Et avec ces mamans, on discutait beaucoup de comment s'organiser, de quoi faire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été très aidée par les autres parents qui avaient un peu plus d'ancienneté que moi. Comment ça marche. Des fois, c'est des bouts de ficelle qui simplifient la vie. Et alors, au début, quand je suis arrivée, je demandais excusez-moi, vous ne connaîtriez pas une dentiste? Parce que moi, mon petit, il est hyper actif. Et chaque fois que je l'emmène, le dentiste, il lui dit d'ouvrir la bouche, mais mon gamin, il s'en fout, quoi. Elle dit, ah ben oui, en fait, ça c'est vraiment un problème que rencontrer plein d'autres mamans. Et il y a une maman qui lui dit, mais oui, il y en a un super qui est à Fumel. Et moi, je vais Fumel, mais c'est à 60 km de chez moi. Je ne vais pas faire 120 km pour un rendez-vous chez le dentiste. Je dis, oh, ben, tu fais comme tu veux, ouais, moi je te passe l'info. En fait, ça c'est au début, parce que très vite, ah super, merci pour le tuyau, super, merci. Et donc, je me suis retrouvée, comme toutes ces mamans, surtout des mamans, à s'occuper beaucoup de nos enfants, puisque le relais n'est pas là. Donc, en fait, on essaye des choses, on est au quotidien avec eux, donc on tente, on essaye des trucs. Moi, je me souviens, par exemple, avec Tom, mon petit garçon s'appelle Tom, tous les matins, au petit-déj, je l'asseyais à table, je mettais un pied sur le barreau de chaise pour pas qu'il se cavale. Parfois, je rajoutais une écharpe et en fait, je lui apprenais les couleurs, mais vraiment, avec ses petits jetons là, comme ça. Et tous les matins, on apprenait les couleurs et lui, comme il mangeait en même temps, ça le canalisait un peu. Et c'était hyper motivant pour moi parce qu'en fait, le lendemain, quand on reprenait, il n'avait pas oublié. Donc moi, voilà, c'était vraiment super. Et c'est vraiment avec le recul, quand j'ai travaillé sur cette conférence gesticulée, que je me suis rendu compte que en fait, ce que je faisais tous les matins, c'était une prise en charge éducative. Alors moi, je ne suis pas éducatrice, je n'ai pas fait la formation, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai fait quand même plein de petits bouts de mission d'une éducatrice. Alors une éducatrice, c'est quelqu'un qui a un statut, qui a un salaire, c'est bien normal. Moi, maman, je faisais exactement la même chose, évidemment sans salaire. Et j'ai réfléchi aussi à tout ce qu'on fait quand on est parent. Par exemple, Tom, il était incontinent, il n'a jamais été propre, donc il fallait changer les protections. Et j'ai compté, c'est à peu près, j'ai compté que sur une période de 15 ans, si je compte 3 couches par jour, alors, il fallait les changer plus souvent, mais ce n'était pas forcément moi qui le faisais, donc à peu près. Vous savez combien ça fait, 3 couches par jour pendant 15 ans? Ça fait 18 000 couches. Alors je pense que quand on a changé 18 000 couches, on connaît aussi certaines missions du métier d'aide-soignante. Et les aides-soignantes, franchement, elles ne sont pas cher payées pour ce qu'elles font. Mais bon, elles ont un statut, un salaire. Moi, quand je change les couches de mon gamin, je crois qu'ils appellent ça l'amour maternel. Et quand on a un enfant handicapé aussi, on est... alors déjà, quand on a un enfant, déjà, il y a une surcharge administrative. Ça commence à être un peu plus important que quand on est tout seul. Mais avec le handicap, ça prend des proportions qui sont énormes. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un renseignement, vous allez appeler tel dispositif, vous tombez sur une secrétaire qui va vous dire « Ah oui, mais c'est Madame Machin qui s'en occupe, et là, cette semaine, elle n'est pas là. Il faudra que vous rappeliez la semaine prochaine. » Ok. La semaine prochaine, on rappelle, et puis Madame Machin, elle est en réunion, elle ne peut toujours pas. Puis vous insistez quand même, et puis on finit par vous dire, écoutez, le mieux c'est vous envoyer un mail. Ok, donc vous envoyez un mail, et puis pas de réponse. Donc on renvoie le mail, et ça ne le fait pas. Donc on rappelle, et là finalement Madame Machin nous dit, ah oui, mais en fait c'est pas moi qui m'occupe de ça, il faudrait appeler Machin Bidule. Enfin, pour vous dire que quand on n'a pas la réponse tout de suite quand on appelle, du coup, il faut le garder en tête. On ne se débarrasse pas du bébé, quoi. On l'a en tête, et c'est ça de plus. Parce qu'on a déjà la tête comme ça, quand même. Et ça, c'est tout le temps. Donc il y a toute une part de secrétariat qu'on fait qui est quand même assez conséquent, en tout cas beaucoup plus important que quand on a un enfant qui va bien, quoi. Et puis, moi, mon petit garçon, il avait une maladie. Et par rapport à sa maladie, il y avait des traitements. Et des fois, par rapport aux symptômes qui apparaissaient, on appelait son médecin, il était suivi par un centre de référence.
qui était loin de chez nous. Donc ça se passait par téléphone, elle nous disait ce qu'il fallait faire. Parfois elle nous demandait de filmer, on lui envoyait les vidéos. Et là en gros elle nous envoyait une ordonnance, mais elle nous disait mais vous jaugez, vous donnez entre temps et temps, vous voyez, voilà. Donc nous parents en fait on développe des tas de compétences en fait dans ce domaine-là. Moi j'ai pas fait médecine donc j'ai pas un savoir grand comme ça. Par contre la maladie de mon gamin je la connais à fond dans ce sens-là. Donc, encore une fois, je ne suis pas infirmière, je n'ai pas fait la formation, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai fait plein de petits bouts de mission d'une infirmière. Alors, dans tous ces métiers qu'on développe, là j'ai mis quelques pôles, il y en a une petite dizaine, suivant le handicap, ce n'est pas exactement les mêmes, mais quand même tous les parents d'enfants handicapés développent des tas de savoirs dans tous les sens, et parce qu'on est obligé, en fait. Quand je prends l'exemple de l'éducatrice au départ, si j'avais une éducatrice qui venait tous les matins à la maison, j'aurais apprécié vraiment quoi. Mais en fait, on n'a pas, c'est compliqué d'avoir ça. Et comme au bout d'un moment, avec son père, on se disait qu'on n'allait pas y arriver quoi. Chaque jour qui passait, ça devenait plus conséquent, plus compliqué. Et on se dit, il faut vraiment qu'on soit aidé. Donc on se renseigne auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, voir comment on peut être aidé. Et effectivement, on nous écoute et en commission, on nous alloue une allocation pour pouvoir employer des personnes. Et je crois que là, pour plein de gens, à partir du moment où on avait cette allocation-là, bon, ben, c'était bon. Hein. Oui, les parents de Tom, ils sont bien aidés, là, ça va. Mais concrètement, vous, parents, vous avez cette allocation, donc il va falloir employer quelqu'un. Donc, nous, avec son père, on n'avait jamais trop fait ça. Enfin, on a rédigé une petite annonce, on l'a déposée à Pôle emploi, on l'a déposée un peu partout sur des sites dédiés, voire Le Bon Coin, on ne sait jamais. Et donc après, on a reçu des candidatures. Donc là, on était très étonnés parce qu'il y a aussi des gens qui ont vraiment besoin de travailler et qui ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui s'étaient jamais occupés d'enfants, encore moins de handicap. Donc il faut faire le tri un peu dans tout ça, puis on choisit de recruter une personne qu'on sent bien. Avant d'employer la personne, vous êtes procuré la convention collective du particulier employeur. C'est un truc qui est gros comme ça, qui est écrit tout petit, et franchement c'est pas passionnant. Pourtant il faut bien y passer pour connaître nos droits, nos devoirs, etc. Donc il y a tout ce travail qui tourne. Alors j'ai marqué employeuse, je ne suis pas sûre que ce soit très français, mais comme à la maison c'est moi qui le faisais, j'avais envie vraiment de le mettre au féminin. Et évidemment, quand vous avez trouvé la perle, et vous ne pouvez pas lui dire, ah ben super, vous venez lundi matin à 9 h, et puis moi je vais prendre l'air, quoi. Non, la personne qui arrive, vous allez passer du temps avec elle, lui expliquer, Tom, comment il réagit, ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et il y a des personnes, à une demi-journée, ça le fait. Il y en a d'autres, pour qu'elles soient rassurées, mais il va falloir passer plus de temps. Des fois, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Parce que vous, parents, vous allez laisser votre enfant à quelqu'un que vous sentez bien. Pas quelqu'un qui est encore angoissé, qui a peur. Donc tout ce temps passé aux côtés de la personne que vous venez d'employer, en fait, vous la formez. Donc c'est très variable, les rémunérations des formateurs. En tout cas, je connaissais la mienne. Hein. C'est l'amour maternel. Puis c'est tellement beau, l'amour maternel. On ne va pas dire ça avec de l'argent. Il y a un petit côté comme ça aussi, peut-être. Et puis, il y a aussi autre chose qui est hyper lourd quand on a un enfant handicapé, en fait, c'est toute l'organisation des prises en charge. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de, si votre enfant a besoin de voir une orthophoniste, il va falloir trouver l'orthophoniste, prendre des rendez-vous. Et parfois, on croit que c'est bon, on a tout calé, c'est bon, et puis paf, un grain de sable. L'orthophoniste qui appelle en disant qu'il est obligé de décaler le rendez-vous du mardi 14 h à 14 h 15. Pour elle, ça ne me semble pas énorme. Mais pour vous, ça change tout. Si vous ne pouvez pas aller le chercher, vous avez employé une personne pour le faire, vous avez trouvé un taxi, et que si vous appelez le taxi, lui, plus tard, il ne peut pas. Et c'est-à-dire qu'il faut tout le temps remettre sur le tapis tout ce travail-là, toute cette organisation-là. Donc il y a un travail de coordination qui est absolument énorme. Et qui ne s'arrête jamais, parce que ça bouge tout le temps, tout le temps. Donc toutes ces choses qu'on fait en plus, tous ces travaux,
tout le temps, on y pense, on a tout le temps en tête, quoi. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font leur vaisselle, ils pensent à ce qu'ils vont préparer à manger le mardi soir parce qu'ils ont invité des amis, ou qui se demandent si le week-end prochain, ils n'iraient pas partir faire un week-end parce que suivant la météo, ce serait peut-être cool. Moi, quand je faisais ma vaisselle, je me disais, mais ça, je ne suis pas allée chercher tel médicament à la pharmacie parce que quand je suis allée, il n'y avait pas, il fallait le commander, j'ai complètement oublié. Ah oui, il faut que je rappelle Mathilde, qui est l'éducatrice qu'on emploie, parce qu'il y a un changement dans son planning, parce qu'il y a un truc qui a bougé. En fait, moi j'avais l'impression que j'avais aucun espace pour faire le vide, quoi. Tout était blindé tout le temps, ce qui occasionne une charge mentale qui est énorme. Quand on rajoute qu'on ne dort pas super bien la nuit, parce qu'on a un enfant qui ne dort pas super bien la nuit, quand on voit son gamin qui est en souffrance, qui a des douleurs et qu'on ne sait pas comment faire, je veux dire, c'est un cocktail détonnant pour péter un câble, quoi. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée à me sortir de tout ça. En tout cas, on a passé des temps où c'était très très dur, quoi. On est fatigué tout le temps, tout le temps. Et concernant le kiné, alors nous on avait la chance d'avoir trouvé un kiné qui venait à domicile. Donc celui-là, quand on l'a trouvé, on ne le lâche pas. Donc on a travaillé avec ce kiné pendant plusieurs années. Et un jour, il vient et il me dit « Ah, au fait, je vais venir la semaine prochaine, mais après je vais être absent pendant 3 semaines, parce que là je pars en vacances au Maldives avec ma femme, ça va nous faire du bien, parce que là nous on est vannés, quoi. » Bon, évidemment, il a le droit de partir en vacances, ça, il cotise, lui, moi pas, mais oui. Donc il part en vacances, normal. Mais moi, comment je vais faire? Parce que moi, je ne vais pas trouver un autre kiné comme ça, du jour au lendemain. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, t'as vu comment je fais, je vais te montrer les gestes, franchement, t'es tout à fait capable de le faire sur 3 semaines. Ben oui, je suis capable, d'accord, mais moi, c'est ça en plus, quoi. C'est ça en plus, que j'ai déjà plus de place dans ma tête, quoi. Donc encore une fois, je ne suis pas kiné. Je ne suis pas kiné, mais quand même j'ai fait plein de gestes de kiné. Donc on est très 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 fatigué tout le temps. Et en fait, toute cette vie-là, hein, qui commence à prendre beaucoup de place, moi j'en parle beaucoup au moment que je rencontre là, et j'en parle aussi à Gisèle. Alors Gisèle, c'est la maman d'Alexandre, Alexandre a la même pathologie que mon fils. On s'est rencontrés dans une association qui s'appelle VML, les maladies lysosomales. Alors le truc, c'est que moi j'habite à Agen et elle habite à Angers. Alors même si au niveau de la consonance, c'est assez proche, géographiquement c'est très loin. Donc, puis compliqué de se déplacer avec nos enfants, donc en fait on s'appelle très souvent, quoi, et on discute et on se dit mais comment c'est possible, quoi? Mais comment on en est arrivé là? En fait très vite on se dit qu'on en est là parce qu'il n'y a pas assez de structures spécialisées pour accueillir nos enfants. Il n'y a pas assez de dispositifs passerelles vers le milieu ordinaire, comme les AESH par exemple, qui accompagnent les enfants à l'école. Et que faute de tous ces dispositifs ou de places en structure, eh bien, évidemment, on se retrouve, nous, parents, à devoir compenser ces manques. On compense les manques de l'État complètement gratuitement. Donc on se disait souvent que quand même, l'État ne remplit pas sa mission. On dirait même que l'État organise, ou en tout cas laisse faire cette pénurie. Puis on se dit qu'en fait, il n'y a pas trop de raison que ça bouge, parce que c'est quand même au moindre coût. Et qu'en plus, quand on arrive à avoir une place dans une structure, même si c'est à temps partiel, on nous explique bien que quand même on a de la chance, quoi. Et ça c'est énorme parce qu'on finit par l'intégrer, quoi. Si on fait un petit comparatif avec l'école, c'est quand même énorme. Tous les enfants non handicapés ont une place à l'école, une école de secteur, pas loin. Nous, nos enfants handicapés, non seulement ils n'ont pas de place, quand ils en ont une, c'est super loin, hein. Les IME, ils sont rarement dans le cœur de ville. C'est vraiment, c'est d'une injustice. Et en plus, très souvent, on vous dit, quand vous avez une place à l'IME, on va vous dire par exemple, par contre, il y avait une prescription d'orthophonie, mais là, nous, c'est pas possible, parce que l'orthophoniste, on n'a qu'un carton, donc c'est pas possible. Mais non, comment on va faire? Il y en a besoin, vraiment, quoi. Ah, mais vous inquiétez pas, madame, vous pouvez aller en libéral, ce sera pris en charge.
Ah ben ouais, vu de loin, pas de problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que votre gamin, quand il arrive de l'IME, vous le remettez dans la voiture, vous allez jusqu'à l'orthophoniste, il faut trouver une place, il faut se garer, il faut aller rentrer dans le cabinet de l'orthophoniste, il faut attendre dans la salle d'attente, parce que on dirait que les parents ils ont le temps d'attendre. Et pendant 20 minutes d'attente, il va falloir gérer votre enfant. Bon, lui était hyperactif, il faisait que des conneries, tout, il va derrière tout le temps. Après, l'orthophoniste va le prendre et puis vous allez le récupérer. Et en plus, quand ça vaut le coup, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fois où l'orthophoniste vous dit non, en fait, aujourd'hui, ben, ça n'a pas été possible. Là, il était hyper agité, j'ai rien pu faire. Okay. Et hop, la voiture, et on rentre à la maison. Donc, ne vous inquiétez pas, madame. Vous voyez, c'est comme si à l'école, votre enfant il rentre en 6e et on vous dit ah ouais, par contre, nous, on n'a pas de prof de maths hein, parce qu'on n'en a qu'un quart-temps. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'emmener en libéral. Je veux dire, ça ferait un tollé. Hein. Avec le handicap, tout passe. Tout passe. Donc les parents, et quand même surtout les mères, ne peuvent plus exercer une activité professionnelle rémunératrice. Fini. Moi, pendant 15 ans, j'ai exercé une activité que je n'ai pas choisie et pour laquelle je n'avais aucun salaire. Donc mon enfant a été privé d'une prise en charge adaptée, déjà, et moi, très clairement, je me suis sentie exploitée. Et en fait, c'est surtout cette question-là que j'ai envie d'échanger avec vous. Donc pour que vous compreniez un petit peu comment j'en suis arrivée là, je vais repartir du début de mon histoire avec Tom, qui est né en l'an 2000. Et quand il est né, bah on était ravis, c'était un petit garçon qui était attendu, vraiment. Il est arrivé, on était super heureux, il allait bien. Donc pour nous, parents, c'était magique. Et c'est vraiment que petit à petit qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage avec les enfants des amis. Alors c'était pas très clair, c'était beaucoup de ressentis, mais quand même on voyait bien. Et puis on faisait un peu du yo-yo. Il y a des fois on s'inquiétait vraiment, si c'est pas possible, il y a quelque chose. Et d'autres fois on se rassurait comme on pouvait. Moi à 2 ans il n'avait jamais dit maman, et je me disais bon, de toute façon ce sera un rêveur comme son papa. Des fois on s'accroche à des idées comme ça pour rendre le truc un peu viable, quoi. Mais quand même, on était inquiets. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans le champ du handicap, le seul référent qu'on ait, c'est le pédiatre. Donc on en parlait au pédiatre. Et là, on n'était pas vraiment entendu. En gros, le pédiatre nous disait, vous savez, vous angoissez un peu pour rien, les enfants, ils ne se développent pas tous exactement pareil, et puis chacun son rythme. Alors chacun son rythme, oui, on n'avait pas eu la prétention d'avoir fait un génie, mais quand même. Et c'est vraiment à force de batailler avec le pédiatre. Un jour, il nous dit, bon écoutez, si vous voulez, on vous oriente en CAMS. CAMS, c'est un centre d'aide médico-sociale précoce. C'est un dispositif dans lequel on retrouve des orthophonistes, kinés, infirmiers, médecins, psychomotes. Donc on est allé dans ce CAMS et on a commencé à faire des examens. Et puis là, on a pris la première grosse claque. En fait, le CAMS nous a dit, oui, effectivement, Tom, il y a un retard intellectuel et il y a un retard psychomoteur. En fait, quand on est très très loin du handicap, ça nous paraît énorme. Mais c'est pas possible. C'était terrible. On n'avait pas encore l'expérience et le cheminement qu'on a aujourd'hui de se dire, mais c'est pas très grave, un retard intellectuel, un retard psychomoteur. L'important, c'est d'être heureux, quoi. Que nos enfants soient heureux, c'est quand même ça l'objectif. Mais à ce moment-là, on n'était pas en capacité de se dire ça, donc ça a été très très dur. Et un soir où on ne peut plus, on se décide à appeler une tante, parce que dans notre malheur, on a quand même la chance d'avoir eu une tante pédiatre qui travaille dans un hôpital parisien. Donc un soir, on l'appelle. Alors cette tante, elle avait déjà entendu parler de nos soucis, mais c'est vrai qu'on ne se côtoie pas parce qu'en région parisienne, on vit dans le sud-ouest, on se voyait sur les réunions familiales qui n'étaient pas très souvent. Et donc, en gros, au téléphone, elle nous dit, écoutez, on va hospitaliser Tom 1 semaine, on va faire un check-up et après vous serez tranquille. Ce sont ces mots. Et en fait, ça nous a vraiment mis du baume au cœur parce qu'on s'est senti, enfin, on va s'occuper de nous vraiment, quoi. Donc, on est monté à Paris faire tous ces examens. Je parle beaucoup, donc je bois un peu.
On a fait voilà, plein d'examens, puis on est rentré chez nous. Et environ, je crois, une quinzaine de jours après, le téléphone sonne. C'est moi qui prends l'appel. Alors, c'était pas la tantine au téléphone, c'était un autre médecin du service qui me dit qu'en fait, ils n'ont pas encore reçu tous les résultats, mais qu'ils pensent savoir de quoi souffre Tom et que ce serait bien qu'on se rencontre. Donc, on cale un rendez-vous. Elle me conseille de ne pas emmener les enfants. Donc je me dis ça va être costaud pour les faire regarder. Le petit ça va, mais Tom c'est plus remuant. Bon, on a réussi à trouver une copine et puis avec son père on remonte à Paris, à l'hôpital. Et franchement nous on y va, on se sent bien parce qu'on se dit enfin ils ont trouvé. Et en fait on est dans une logique où quand on va pas bien, qu'on trouve ce qu'on a, une fois qu'on a trouvé, on nous soigne et après on est guéri, quoi. Donc, ce coup de fil, on se dit qu'on est assez persuadé qu'il savait déjà ce qu'avait Tom, mais qu'il ne nous annonce pas le diagnostic au téléphone, et merci bien, quoi. Donc, on monte à Paris, on reprend le même ascenseur, on pousse les portes battantes du service, et là, on est très étonné. On a l'impression qu'il y a toute l'équipe du corps médical qui est là et qui est en arme de cercle. Donc, d'accord, on connaît la tantine, mais quand même. Et de là, il y a le médecin qui m'avait appelé, qui nous propose de rentrer dans un bureau. Et donc, on s'installe. Et ce médecin nous demande si on a envie de boire quelque chose. Non, merci. Parce qu'on a du jus de fruits, on a des jus de pommes, jus de raisin, mais ça va, on n'a pas soif. Bon. Alors en fait, concernant Tom et les résultats, vous êtes sûr, vous ne voulez pas boire quelque chose? Non, merci. En fait, Tom, il est atteint d'une maladie évolutive. Moi, quand j'entends évolutive, dans ma tête, je bloque tout. Parce que évolutive, ce mot, c'est un mot que j'ai toujours utilisé de façon positive, en fait, avant. Quelque chose voilà, qui évolue, ça va dans le bon sens, quoi. Et je me contrains à ne pas lâcher l'affaire dans ma tête, à m'accrocher à cette définition, mais inévitablement, ça ne matche pas, et à un moment donné, ça tilte, quoi. Je sens mes synapses, là c'est énorme, quoi. C'est un séisme. Ce médecin va nous expliquer que notre petit garçon de 3 ans et demi est atteint en fait d'une maladie dégénérative pour laquelle il n'y a aucun traitement. C'est-à-dire que petit à petit, il va perdre tous ses acquis. Il sait marcher, il va perdre la marche. Il sait parler, il va perdre la parole, puis le réflexe de déglutition, et puis intellectuellement. On comprend que notre petit garçon, il marche à l'envers. En fait, c'est une maladie lysosomale, ce qu'on dit une maladie de surcharge. C'est-à-dire que dans nos cellules, on a une série d'enzymes qui sert à dégrader une substance qu'on fabrique, nous, qui s'appelle les parasulfates. Et Tom, il a une enzyme qui ne marche pas. Du coup, cette substance s'accumule dans les cellules, ce qui crée des micro-lésions, cœur, foie, rate, cerveau. C'est énorme. On est complètement démoli de l'intérieur. Ce médecin va s'acharner à nous demander si on veut boire quelque chose. On n'arrive même plus à avaler notre salive. Elle va se lever, elle va quitter le bureau, le cabinet, en nous disant « je vais vous chercher des boissons ». Je crois qu'en fait, je m'interroge beaucoup, on s'interroge beaucoup sur la formation des médecins, sur l'annonce des diagnostics. Parce que ce médecin, très clairement, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé de quitter le bureau, quoi. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de mamans là, sur l'annonce du diagnostic. Moi, j'ai rencontré une maman qui, un jour, a reçu un courrier d'un médecin qui était adressé à un autre médecin qui avait mis les parents en copie. Un soir, quand ses enfants sont couchés, le papa est en déplacement, elle se met devant l'ordi et puis elle prend la lettre, elle voit un gène, elle tape les lettres, les codes, et puis elle tombe en fait sur une association et elle reconnaît le faciès de sa petite fille. Et c'est comme ça, toute seule, qu'elle a eu le diagnostic.
J'ai entendu des parents aussi où le médecin avait convoqué les parents et n'a pas réussi à le dire. Et du coup, il a raccompagné les parents jusqu'à la porte de la sortie et là, il lâche et il referme la porte. Et les parents se retrouvent tout seuls. Un autre truc qui était assez courant aussi, c'est l'annonce qui est faite à la maman seule. Parce que le papa, il bosse, il travaille, il fait bouillir la marmite, et la maman, elle gère tout le médical, entre autres autour de l'enfant. Donc elle va être seule à entendre ce diagnostic, elle va être seule à se faire démolir, charge à elle après d'aller démolir le papa. Enfin, des annonces de diagnostic qui sont lamentables, il y en a à l'appel, quoi. Moi, j'ai eu un retour qui était super chouette. C'était une maman qui était très jeune, 22 ans, qui a mis au monde un petit garçon porteur d'une trisomie. Comme elle était très jeune, il n'y a pas eu d'amniosynthèse, rien, surprise. Et il se trouve que le médecin qui l'a accouché était lui-même papa d'un enfant porteur d'une trisomie. Du coup, il a été très aidant, il a été très chaleureux, il a expliqué qu'un enfant porteur d'une trisomie pouvait tout à fait être heureux, etc. Voilà, mais j'en ai pas beaucoup des retours positifs. J'ai juste l'impression, depuis le temps que je parle de handicap et d'annonce de diagnostic, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'annonce de l'autisme, ça s'est nettement amélioré. Mais c'est... Voilà. Donc nous, on quitte cet hôpital-là très mal. Moi, je me dis que c'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Je me dis que la douleur que j'éprouve n'a aucune raison de s'arrêter puisque je ne peux pas agir sur la cause. Donc je me dis qu'il faut qu'on en finisse et qu'il faut qu'on meure tous les quatre. Alors je crois que c'était un moyen de sortie, c'était une espèce d'échappatoire parce que jamais je me suis projetée dans comment le faire et comment passer à l'acte. Puis quelques semaines après, je me suis dit, mais enfin, mon deuxième qui va bien, qui a la vie devant lui, non, lui, il faut qu'il vive. Et puis il va pas rester tout seul, il va rester avec son père, et moi, je vais partir avec Tom. Je crois que ça m'a tenu quelques semaines de plus, jusqu'au moment où je me suis dit, mais mon petit Tom, il n'a que quelques années à vivre en étant bien, mais ça, il faut en profiter à fond. Et je crois que c'est ça qui m'a redonné la niaque de me dire, allez, on y va. Et quand on est parti de l'hôpital, en fait, on est parti avec le nom d'une association, les coordonnées de l'association VML, Vaincre les maladies lysosomales, puisque mon fils était concerné par une maladie du lysosome, qui s'appelle une maladie de Sanfilippo. Et c'est vraiment aussi qu'avec le recul et en travaillant sur cette conférence que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'hôpital public qui nous a orientés vers une association de parents. Et sur le moment, ça ne m'a pas choqué, mais avec le recul, c'est fou comme l'hôpital public a tellement peu de moyens qu'il oriente vers des associations de parents qui font le job, quoi. Donc quelques mois après, quand on a été un peu recapable de faire un peu quelque chose, on a pris contact avec cette association. Ils travaillent sur la sensibilisation aux maladies du lysosome. VML finance des projets de recherche en lien avec ces maladies-là. Alors au début, moi je me disais, non mais c'est n'importe quoi, il faut mettre tous les sous sur la recherche pour sauver nos enfants. C'est aussi, encore une fois, c'est au tout début qu'on pense comme ça, parce que très vite on se rend compte que la recherche, ce ne sera pas pour nos enfants, parce que la maladie évolue très vite et la recherche, c'est au ralenti, si chacun fait ce qu'il peut. Et donc par contre le social, VML organise notamment des rencontres familles, une fois par an. Et pendant 3 jours, en fait, on est 80, 100 familles, on vient des 4 coins de France, et c'est super aidant parce que moi, à Agen, je suis toute seule avec mon petit qui a cette maladie-là, que quand je vais à VML, on est plein, donc on peut échanger avec les autres parents, c'est très aidant, il y a des conférences, on peut rencontrer des gens, il y a des ateliers, enfin, c'est vraiment très aidant. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en tout cas. Et VML propose aussi des séjours vacances famille. Et là, ça, on connaît beaucoup les séjours adaptés où on confie son enfant, mais nous, on n'avait pas du tout envie de le confier. On avait envie de partir avec lui, de profiter de lui, mais à la fois avec de l'aide, quoi. Donc VML, ça, c'est vraiment un projet qui est super, c'est-à-dire que pour les parents, ils ont fait au plus simple pour les parents. C'est-à-dire que quand on s'inscrit pour partir en vacances, on fournit les ordonnances, juste l'allocation du lit médicalisé, le passage de l'infirmier, le passage du kiné s'il faut, etc. Nous, on envoie
les ordonnances. Et quand on arrive sur le lieu de vacances, tout est là. Le lit est installé, branché, il y a tout qui va bien. Et on peut confier nos enfants le matin, l'après-midi et une soirée dans la semaine à une équipe. Donc cette équipe elle est composée, on a toujours une infirmière et puis après il y a des bénévoles. Donc il y avait beaucoup de stagiaires infirmières par exemple et il y avait des mamans, des anciennes mamans entre guillemets, des mamans qui avaient perdu leur enfant et elles sont très précieuses ces mamans parce que à la fois elles connaissent parfaitement ces maladies-là et elles sont disponibles et pour nous parents c'est hyper rassurant. Donc nous on est partis en vacances après avec eux, avec VML tous les ans, puisqu'on pouvait de moins en moins, la maladie évoluant, on pouvait de moins en moins partir tout seul, quoi. Et quand on se penche un petit peu sur comment fonctionne VML, et bien encore une fois, on se dit, il y a un conseil d'administration, puis VML c'est une association nationale, c'est pas une petite association locale, donc même quand on est administrateur, c'est quand même du boulot. Mais qui c'est qu'il y a dans le conseil d'administration? Il y a des parents. Il y a des parents qui ont un enfant malade, gravement malade, ou qui ont perdu leur enfant. Et ces parents, ils travaillent en voie gratos, quoi. Quand on se penche sur les séjours de vacances, ça marche beaucoup avec du bénévolat aussi. Pour faire rentrer 3 sous dans l'asso, VML vend des chocolats à Noël. Qui vend des chocolats? Les parents, ils n'ont pas de com dessus. En fait, on se rend compte, mais dans le handicap, globalement, si on enlève le bénévolat, c'est toute une économie, c'est toute l'économie du handicap qui s'effondre. Ça ne marche plus, quoi. Donc quand je pense à tous ces parents qui bossent gratos pour leur enfant, qui bossent gratos pour les autres, à un moment donné, je me suis posé la question du salaire. Pourquoi pas imaginer un salaire pour ses parents? Donc, je trouve franchement que c'est pas un foufou comme idée, ce serait juste légitime, quoi. Mais si on pense au salaire, on se pose la question très vite de qui finance. Et en fait, ce qui m'a paru le plus logique en regardant qui finançait ces métiers-là, je me suis intéressée à la sécurité sociale. Et là, j'ai découvert plein de choses, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la sécurité sociale. Moi, j'avais vaguement pour moi la Sécu, je pensais que c'était organisé par l'État, que je ne m'étais pas posé tant de questions que ça. Et en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte que c'est à partir de 1946, juste après la guerre. Donc ce monsieur qui s'appelle Ambroise Croizat. Alors Ambroise Croizat, il n'a pas inventé la Sécu. Il l'a juste uniformisé et l'a rendu obligatoire. En fait, il y avait déjà des projets qui ressemblaient à la Sécu, c'est-à-dire que même avant 1946, dans les usines, c'était déjà organisé entre les ouvriers de faire des caisses communes pour financer en fait les accidents de la vie. Parce qu'avant, un ouvrier qui se coupait une main sur une machine, il ne pouvait plus travailler, il dégageait, quoi. Donc les ouvriers avaient organisé des choses comme ça. Et quand Ambroise Croizat, après la guerre, a pris ça en charge, voilà, il a uniformisé, rendu obligatoire. Donc le principe de la Sécu, c'est simple, c'est tout le monde met un peu de sous dans le pot commun, chacun participe à hauteur de ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Et en fait la Sécu, ça finance la vieillesse, la maladie, les accidents du travail et toute la branche famille. Et l'intérêt de la Sécu aussi, c'est quand même que c'était la fin de la charité. C'est un droit la Sécu, on y a droit. C'est pas comme avant où il fallait demander l'aumône. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de me rendre compte que la Sécu, qui a été mise en place en 1946, juste après la guerre, dans un pays dévasté, je veux dire, l'état des finances de la France en 1946 par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. Et malgré tout, en 1946, on a pu construire des hôpitaux sans emprunter le moindre centime. On a pu financer les retraites de personnes âgées qui n'avaient jamais cotisé. Ça questionne beaucoup quand même sur ce qu'on a fait de la Sécu. En fait, la Sécu, elle marche bien tant qu'elle était gérée par les intéressés eux-mêmes. Je vais vous lire un petit discours de Pierre Laroque. C'est très court, hein. Mais en fait, je veux vraiment vous le dire pour être fidèle à ce qu'il avait écrit.
lors de son discours d'appel aux élections désignant les administrateurs des caisses en avril 1947, Pierre Larocque, le directeur général des assurances sociales, mentionne ce point essentiel. Ces caisses sont des instruments de solidarité. Comme telles, elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes ou par leurs représentants élus, qui pourront mieux que quiconque orienter l'emploi des fonds et le fonctionnement même des services dans le sens des désirs des travailleurs. On est très très loin de ça, très loin. Aujourd'hui, c'est plus les salariés qui gèrent la Sécu, sinon ça marcherait beaucoup mieux. J'ai découvert un truc aussi. Alors, c'est un truc qui n'a pas duré très longtemps, mais quand même, il y a eu un moment où a été mis en place les allocations familiales, comme il existe aujourd'hui encore, à partir de 2 enfants. Sauf qu'à l'époque, c'était l'équivalent de 225 heures d'un ouvrier spécialisé de la métallurgie. Alors, 225 heures, à titre indicatif, un temps plein aujourd'hui, c'est à peu près 165 heures. Donc 225 heures, on considérait vraiment que l'éducation des enfants, c'était un travail. Aujourd'hui, vous connaissez le montant des allocations familiales pour 2 enfants? C'est aux environs de 130 euros. Et puis au-delà du montant, c'est le principe de base qui n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est comme si on vous donne une aide. Vous avez 2 enfants, il y a plus de charges, donc on va vous aider un petit peu. Donc la Sécu, on est en train de perdre gros, vraiment. Il faudrait s'attacher vraiment à récupérer notre bien, parce que là on se les fait piquer, quoi. Alors nous, en 2005, après on est en 2005, on a eu le diagnostic en 2004, on relève un peu la tête et on se dit qu'il va falloir trouver des solutions pour rester en vie, pour y arriver. Et de là, on a décidé de créer une association locale, toute petite, qu'on a appelée Tom en fanfare. Alors, Tom en fanfare, parce que malgré le drame qu'on vivait, nous, on voulait être dans quelque chose de positif et faire la fête. Et l'idée de Tom en fanfare, c'était pas de récolter des fonds pour financer la recherche. On savait qu'on n'avait pas les épaules. C'était pas non plus de faire des choses extraordinaires comme d'aller nager avec les dauphins. C'était juste rencontrer des gens, manger ensemble, boire l'apéro, aller à la piscine, faire des choses toutes simples, quoi. Et petit à petit, cette association a pris une certaine ampleur. Il y a eu de plus en plus de familles et qui ont donné leur avis. On s'est appuyé aussi sur les besoins des familles pour mettre en place des projets. Donc moi qui ai été longtemps bénévole dans cette association, un jour j'ai pu être salariée et j'ai pu avoir un SMIC, chouette. Et pour faire vivre cet assaut, nous aussi on exploite les parents puisqu'on vend des chocolats et on n'a pas trouvé trop mieux. Et à Tom en fanfare, en fait, c'est beaucoup de rencontres. On notamment fait des cafés par an. Sur les cafés par an, on discute beaucoup. Donc voilà, notamment des métiers qu'on fait. De comment on s'organise, des tuyaux qu'on trouve certains se transmettent aux autres. Je sais pas, on échange sur les répercussions du handicap sur les fratries. On parle aussi des répercussions du handicap sur la conjugalité. On parle de toutes sortes de choses. Nous, avec Nicolas, il est arrivé un moment où on s'est rendu compte qu'en fait, on était devenus des super collègues. On avait aménagé le rez-de-chaussée de la maison, c'était une succursale de l'hôpital. Le matin, on se levait, réunion d'équipe avec le petit-déj. Toi, tu fais ça, moi je fais ça, oui, on a oublié ça, il faut s'organiser comme ça. Et après, la journée, c'était parti. Mais quand on devient des super collègues, on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'est que des super collègues parce qu'il n'y a plus la place à autre chose. Donc nous avons après découvert les joies de la guerre d'Internet et d'avoir aussi une semaine sur deux à redécouvrir plein de choses, quoi. Nous, on avait perdu de vue plein de choses. Par exemple, on aimait beaucoup le cinéma, mais là, pour aller au cinéma, on y allait chacun son tour. On allait voir le même film pour pouvoir en parler ensemble, mais c'était très compliqué. Le resto, on ne va pas aller au resto chacun de notre côté pour en parler ensemble. Donc du coup, ça, on faisait une croix dessus. Et on ne sortait que grâce au projet de Tom en fanfare, quoi. Donc avec Tom en fanfare, on parle évidemment beaucoup de MDPH parce que c'est très présent. On parle de
comment, quand on fait une demande d'aide, parce que ça s'appelle comme ça, hein, ça s'appelle une demande d'aide, quand on nous donne quelque chose et qu'on va à la MDPH et qu'on passe en commission, et des fois on peut participer, nous, parents, à ces commissions-là, et là il va falloir casser son gamin, il va falloir le dévaloriser. Il ne s'agit pas de mentir, hein, mais il va falloir appuyer sur ce qu'il ne sait pas faire, sur ce qui ne va pas, pour obtenir l'aide. Parce que si vous dites, oui, non, mais ça va, bon, si on avait ça, ça nous aiderait, mais bon, sinon, il va bien, il sait faire ça maintenant, il progresse, ça marche moins bien. Regarde, on est dans ce système-là, quand même, où c'est difficile. En tout cas, ça fait partie des choses qui sont assez récurrentes quand on discute avec les autres parents à l'assaut. On parle aussi des demandes d'aide humaine, hein, comment on explique, comment il faut faire pour obtenir qu'une personne vienne pouvoir financer une personne à domicile. On parle aussi beaucoup du dédommagement familial. Le dédommagement familial, c'est quand vous restez à la maison pour vous occuper de votre enfant, vous pouvez demander, prétendre un dédommagement familial. Alors soit vous étiez vous travaillez, vous aviez une activité professionnelle, et si vous quittez votre travail pour vous occuper de votre enfant, vous allez avoir un certain nombre d'heures qui va être rémunéré aux alentours de 8 euros, 8,50 €, je ne suis pas très, c'est à peu près. Par contre, si vous ne travaillez pas avant, parce que ça fait longtemps que votre gamin c'est pas terrible, même avant le diagnostic, même avant qu'il y ait une reconnaissance du handicap, là on va vous dire, vous n'avez pas perdu votre travail, donc du coup, vous, le dédommagement, il va être à 4 euros, 5 euros de l'heure, quoi. Donc déjà, ça me paraît très injuste. Et en plus, la loi a changé aujourd'hui, mais moi, quand j'ai été confrontée, il fallait déclarer cette somme au niveau des impôts sur le revenu, sur la ligne bénéfices non commerciaux. C'est terrible, c'est juste n'importe quoi. La loi a changé, ça ne se passe plus comme ça. On peut aussi faire des demandes d'aménagement pour le véhicule, par exemple. Alors, une famille comme la mienne à l'époque, hein, donc les deux parents, il y avait donc Tom en fauteuil, et il y avait son frère Arthur, et après il y avait son frère Antoine, le petit frère, le petit dernier qui est arrivé. Donc quand on est 5, donc un gamin en fauteuil, la ZX on oublie, il va falloir un véhicule un peu plus conséquent, donc on pense à un camion, multivan, donc là on se renseigne. Et parce qu'on avait réfléchi à ce qu'on aimerait vraiment, nous, ce qui nous faciliterait la vie, ce serait d'avoir un véhicule avec une rampe électrique, montée sous châssis, par télécommande, voilà. On se renseigne, et là on dit en fait ça coûte 45 000 €. Ah ouais. Vous savez combien est l'aide pour l'aménagement du véhicule de la part de la MDPH? 5 000. Ça passe pas. Et quand bien même vous avez 45 000 de côté, vous n'allez pas non plus faire cette installation-là sur le vieux trafic qui a 40 000 bornes, 400 000 bornes. Donc du coup, le projet pour nous n'était pas faisable. Et en fait, on arrivait à avoir un véhicule, quand on l'achetait d'occasion en fait, à des personnes qui étaient un peu plus argentées que nous, qui avaient fait ces investissements-là et qui après revendaient leur véhicule. Moi, j'ai acheté 3 véhicules dans ma vie comme ça, je suis tous allée les chercher aux 4 coins de France, et surtout, il m'a fallu genre 1 an à peu près pour le trouver. Parce qu'on est tout le temps sur le bon coin, sur les sites spécialisés, on cherche, voilà. Donc il faut y penser longtemps à l'avance. Et un jour, j'avais un rendez-vous, notamment aux impôts, tout pas très palpitant, et donc j'avais demandé à Mathilde de venir garder Tom à ce moment-là. Et Mathilde m'appelle un quart d'heure avant en me disant qu'elle a un gros souci et qu'elle ne pourra pas venir, donc la tuile. Donc là, j'hésite quand même à reporter le rendez-vous, y aller quand même, je pèse le pour, le contre, et je me dis que non, il faut que j'y aille régler ce problème-là. Donc je mets mon gamin dans le camion, et puis je vais aux impôts, donc je cherche une place. Je connais bien ma ville, donc je sais où sont les places qui sont aux normes déjà, parce que celle-là n'est pas aux normes. Il ne suffit pas de peindre un carré en bleu pour faire normalement une place handicapée, même si c'est souvent le cas. Quand elles sont aux normes, elles sont très larges. Et moi, j'ai besoin d'une place large parce que Tom, il descend sur la porte latérale du véhicule.
Donc je vais sur la première place que je connais qui va bien. Elle est prise par quelqu'un qui a son macaron. Donc tant pis, je tourne, je vire. Je vais à la deuxième place qui est assez pratique. Celle-là, elle est utilisée par quelqu'un qui devait en avoir pour 5 minutes. On continue, on cherche, je tourne, je vire, et puis là j'ai plus le temps, tant pis, je vais me garer là. Et cette place-là, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'elle est en norme, donc c'est la galère pour descendre mon fils. Et là, cette rue, elle est hyper passante. Il y a énormément de circulation, donc comme la place d'à côté est libre, je me dis que tant pis, je vais me garer là, comme ça je pourrai descendre Tom. Donc je me gare avec mon véhicule, je descends, je fais le tour du véhicule, j'ouvre la porte, j'attrape la télécommande. Je pose la télécommande, je monte dans le camion. Alors dans le camion, on n'est pas comme ça, c'est pas prévu, on est comme ça. Le multivan, c'est pas très haut. Quand j'étais ado, je rêvais d'avoir un multivan. Je l'ai eu, mais je suis jamais partie faire du surf avec. Et Tom, en fait, est accroché, il y a 4 ancrages au sol qui tiennent le fauteuil. Donc il faut défaire ces ancrages. Alors ceux de devant, là, on les voit, on le fait. Mais après, il va falloir aller à tâtons, appuyer sur le petit bouton rouge que je n'ai jamais compris pourquoi il était rouge, parce qu'on ne voit pas, pour défaire les ancrages qu'on ne voit pas, celui de l'arrière, puis celui de devant. Ensuite, il faut se relever et il va falloir tourner le fauteuil. Non. Or, un fauteuil, ça ne tourne pas. Un fauteuil, ça avance et ça recule. C'est pas prévu pour faire ça. Donc, je vais galérer, traîner le fauteuil, le soulever, le tirer. Et je culpabilise à mort parce que chaque fois que je bouge le fauteuil, Tom, il est très douloureux et je lui fais mal à chaque fois. Donc, c'est dur. Quand il est dans le sens de la sortie, je redescends. Je tire le fauteuil sur la rampe. Alors quand on a du matériel neuf, il y a une petite butée là qui fait qu'on peut lâcher le fauteuil. Moi la butée ne marche pas, elle n'a jamais marché. Donc il faut que je fasse attention, je tiens le fauteuil et je vais rechercher ma télécommande et je galère dans le fauteuil, je la trouve. Et donc il va falloir descendre la rampe. Si certains veulent aller fumer une clope, c'est très long. Je pose la télécommande, je recule Tom, et j'ai besoin de place. Je me gare là, je mets les freins, je reprends la télécommande, je pose la télécommande, je ferme la porte du camion. Non. Et encore là, c'est simple parce que je pars juste pour un rendez-vous, donc j'ai pas besoin d'emmener des couches, je n'ai pas besoin de prendre le sac de médicaments au cas où il convulse, je n'ai pas besoin de prendre l'alimentation, tout ce bazar qu'il y a d'habitude. Et je pars aux impôts. Alors, mon passage aux impôts, je vais vous en faire grâce parce que je pense qu'il faudrait une conférence gesticulée entière consacrée à l'accessibilité. Donc, quand je reviens des impôts, évidemment, que s'est-il passé? Quelqu'un s'est garé sur la place, donc galère. Donc qu'est-ce que je fais? Voilà, là il y a des voitures à WEC. Comment je fais? Je savais que je prenais ce risque-là, hein, mais j'espérais, je croisais les doigts. Donc je vais mettre Tom devant la place, je mets les freins, je vais le laisser sur le trottoir, là, un coup de bol, il ne pleut pas. Je monte dans le camion, je regarde Tom pour pas qu'on me le pique, parce qu'on a parfois des pensées qui ne sont pas très rationnelles. Je passe à marche arrière, oui, parce qu'en fait, on n'entend jamais d'enlèvement d'enfants handicapés. Donc. Là, je veux reculer, donc il y a beaucoup de voitures, j'attends, je jette un œil à Tom. Et au bout d'un moment, je vois un creux dans la circulation, donc là, je me prépare. Et je sais que le monsieur là-bas, je vais l'embêter un moment, hein, mais bon, il faut bien que je sorte de là. Hein. Donc dès que je peux, en fait, je recule, je mets le frein, je descends et je lui fais signe et je me dépêche chercher Tom. Mais là, que se passe-t-il dans la tête de ce monsieur? Alors lui, il arrive,
il voit un camion qui recule, il voit une nana descendre et lui faire comme ça et partir en courant. Lui, il ne voit pas, parce que le camion c'est haut, il ne voit pas, il ne comprend pas. Il attend, il descend sa vitre, il regarde, petit coup de klaxon, il ne se passe rien, puis les voitures s'accumulent. Alors derrière, plus ils sont derrière, plus ça klaxonne librement. Et moi, je me speed, je fais vraiment au plus vite pour récupérer mon petit homme qu'on m'avait pas piqué, qui est toujours là. J'évite, il y a énormément de choses à éviter hein, sur les trottoirs. Il y a des horodateurs, il y a des vélos accrochés aux horodateurs, il y a des poubelles, il y a énormément de choses qu'on ne se rend pas compte quand on court comme un lapin. Mais quand on est en fauteuil, c'est vraiment super galère, quoi. Et quand j'arrive là, le monsieur me voit. Alors là, c'est marrant parce que je change illico de statut. Hein. C'est de l'espèce de Téméré qui part en courant, je deviens The Mère Courage. Hein. Donc là, j'ai tout mon rôle, là, c'est terrible. Donc je lui fais signe, hein, je me dépêche, je fais au mieux. Et là, rebelote, hein, je suis sur la chaussée en plein milieu, je rouvre la porte, je reprends, vous savez. Vous voyez, ça pour aller chercher le pain, faire tout ce bazar, passer une journée chez des amis, faire un barbecue, ben oui, mais voilà, le pain, non, mais les impôts, franchement, je m'en serais passé. Surtout que là, c'est pas fini, parce qu'il faut bien que je rentre à la maison. Non. Je rentre chez moi. Alors chez moi, je galère moins pour trouver une place, mais après, c'est quand même rebelote de descendre au tome du camion, de monter à la maison, etc. Je crois que celui-là, je ne vais pas vous le lire. À la maison, Tom, ça fait longtemps qu'il est dans le fauteuil, donc je sais qu'il a des douleurs. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, mais depuis le temps que vous êtes assis, vous n'arrêtez pas de bouger, même si c'est des micros, putain. Tom, à un moment donné, ne pouvait plus faire ça. Donc quand on ne bouge pas et qu'on est coincé dans son corps, ça déclenche des douleurs, du mal-être vraiment. Donc dès que j'arrive, ça devient une priorité hein, de le déshabiller, d'enlever le manteau, les chats machin, de le porter, parce que je suis toute seule, hein, donc il faut le porter. Je fais très attention, le dos droit, je plie les genoux parce que je sais que si je tape quelque chose, je ne sais pas du tout comment je vais gérer. Donc je mets Tom dans son lit, qui à l'époque était dans la pièce principale avec nous. Et là j'attends en fait le passage de l'aide-soignante qui doit passer pour lui faire sa toilette. Changer la couche. Alors changer la couche, je sais faire, mais en fait, quand c'est quelqu'un d'autre que moi qui le fait, j'apprécie quoi. Alors j'apprécie, et puis des fois oui, et des fois non, c'est compliqué. Parce que, voilà, à cette période-là, on travaille avec un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile. Donc on a une aide-soignante qui passe le matin ou le soir, et après on a aussi une infirmière qui passe le soir, qui prépare les médicaments, qui branche l'alimentation, qui fait ce genre de choses. Et c'est compliqué parce que d'un côté c'est une aide, vraiment, et de l'autre côté c'est hyper intrusif. Puis dans les gens qui viennent chez vous, vous ne les choisissez pas en fait. Il y a des gens avec qui vous allez tisser du lien, ça va le faire sur un même longueur d'onde, et d'autres c'est plus compliqué. C'est un peu plus jugeant, c'est un peu plus... Ça dépend des personnes. Moi, j'avais tissé des liens d'affinité avec l'une d'entre elles, une aide-soignante. Et des fois, elle restait le soir boire un coup avec moi, parce que Tom était le dernier de sa tournée. Un jour, elle me dit tu sais, Magali, je ne devrais pas te dire ça, mais en fait, l'autre fois, à la réunion, Géraldine, elle a dit que quand elle était passée mercredi soir, tu buvais une bière. Oui. Oui, mais en fait, le truc, c'est que
truc, c'est que Marjorie, eh ben, du coup, elle a dit que quand elle était passée mardi soir, ben, tu buvais aussi une bière. Ah, il a fallu pas tant pour faire de moi une alcoolique, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a plein de choses qui, à force, on dit qu'il faut que ça passe là, mais ça m'a heurté. Ça m'a heurté. Et du coup, je versais ma bière dans un mug. En fait, j'adoptais tous les symptômes du alcoolique, je crois. Et donc ça faisait partie des trucs très compliqués. Parce qu'en fait, chez vous, généralement, vous faites entrer les gens que vous avez envie. Moi, il y avait une multitude de gens qui rentraient que je n'avais pas spécialement envie de voir, et c'était ça qui était compliqué. Après, on est en 2017, là, et Tom va vraiment pas bien. Et il y a des moments où je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment le soulager. Au niveau des médicaments, ça ne marche plus. Je change de position. Et il y a notamment un soir où là, vraiment l'infirmière, je l'attends. Je l'attends et puis je croise les doigts pour que ce soit une infirmière en particulier avec qui je suis sur la même longueur d'onde, avec qui ça va être aidante. Puis la porte s'ouvre, manque de bol, c'est une infirmière qui est là depuis 15 jours. Donc je lui dis que Tom va très mal, là, il va mal. Et elle s'approche de lui, elle le regarde et elle me dit « Oh, moi je le trouve pas si mal que ça. Hein. » Et là, je sais que j'ai perdu. Là, j'ai perdu parce que 6 mois après, j'appelle l'hôpital, mon fils, il était connu comme le blanc, donc une petite ville. Et c'est évident que ces professionnels, ces médecins allaient appeler l'infirmière qui allait lui dire « Oui, non, je l'ai vu, la maman était un peu inquiète, je l'ai rassurée, non, il n'y a pas de souci. » Parce qu'entre la parole d'une maman qui est dans l'affect, qui est objective, et la parole d'une infirmière qui barque, c'est vite fait, je crois. Mais qu'est-ce qui nous amène à ce qu'une infirmière, une maman, soit au pied du lit des enfants qui souffrent et qu'il ne se passe rien? Alors je n'ai pas la réponse vraiment, quoi, mais pour avoir beaucoup discuté avec son ami qui est venu chez moi, pour comprendre comment elle travaille, de se rendre compte à quel point elle travaille seule. Elles ont une réunion par semaine, mais la réunion, on parle de la maman de Tom qui boit une bière par soir. On va parler des histoires de congés, on va parler de... Mais en fait, elles n'ont aucun espace pour déposer ce qu'elles vivent mal, quoi. Donc cette infirmière qui débarque, je suis sûre de rien. Et c'est vrai que je me dis que probablement elle fait attention aussi à se sauvegarder. Parce que si elle est dans l'hyperempathie à chaque fois, dans le peut-être qu'elle ne va pas tenir, je ne sais pas. Je me suis dit ça. À cette période, on travaille aussi beaucoup avec une équipe mobile qui est rattachée aux soins palliatifs de l'hôpital d'Agen. Et en fait, c'est une équipe qu'on a découverte tardivement parce que sinon, je pense qu'on aurait travaillé avec eux beaucoup plus vite. Et cette équipe mobile, cette équipe mobile, en fait, vient une fois par semaine à la maison et on fait un petit peu le point. On fait un petit peu le point de ce qu'il y a, ce qui va bien, ce qui va moins bien, etc. Si on a envie d'alléger qu'elle vienne tous les 15 jours, c'est possible. Enfin, c'est très souple. Non. Mais là, on est dans une période où Tom est très douloureux. Il faut se lever plusieurs fois la nuit pour le changer de position. Il faut se lever pour l'aspirer parce qu'il s'étouffe. Donc les jours, les nuits s'enchaînent et c'est très dur. Et que même si il y a un garde alterné, franchement, moi, quand je sais que je vais le récupérer le lundi, la veille, je me dis, c'est déjà une semaine et ça ne m'a pas suffi pour remonter, pour récupérer, quoi. Il faut embrayer. Et cette équipe mobile passe donc une semaine où Tom est chez son papa. Et en fait, son père va expliquer qu'on est à une semaine, qu'il n'en peut plus et que surtout il a peur. Il a peur de faire les conneries d'un médicament parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'y arrive plus. Et il sait très bien que moi, je ne suis pas dans un état guerrier, quoi. Hein. Donc il m'appelle et puis on va répondre positivement à la proposition du médecin de l'équipe mobile, à savoir que Tom soit hospitalisé. La maman dit oui parce qu'on n'en peut plus, on voit bien qu'on n'en peut plus, mais pour moi ça a été très dur parce que moi je voulais m'occuper de mon fils à la maison, voilà, jusqu'au bout, coûte que coûte, et que j'ai pas pu.
Et donc Tom va être hospitalisé, et c'est donc Nicolas qui l'emmène avec Mathilde, l'éducatrice. Et quand elle arrive, quand ils arrivent, alors bon, je n'y étais pas, mais ils m'ont raconté, la première réflexion du médecin quand il les voit, c'est de dire mais là, Tom il est mal, hein, il est douloureux là. Ben oui, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc Tom va être hospitalisé et va être organisée une première réunion à laquelle nous, parents, ne pouvons pas convier à cette réunion, parce qu'on est parents, on est dans la fête, ça, alors que les professionnels, ça. Et comme Mathilde, elle est éducatrice et elle est diplômée duc, donc elle est professionnelle, elle peut assister à la réunion. Super. Donc moi j'attends en fait, j'attends qu'ils sortent, parce que j'ai quand même très envie de savoir ce qui se passe là-dedans. Et donc la porte s'ouvre, les professionnels sortent, et Mathilde, je vois qu'elle tire une tête de 6 pieds de long. Elle me dit, voilà, c'est fort de café. Ils ont estimé que les parents de Tom n'étaient pas en capacité de voir quand Tom était en souffrance, en crise. Du coup, ils vont demander au SIAD d'avoir un œil sur lui. Ça, c'est dur. Donc là, il faut quand même un peu de recul pour se dire que, bon, cette décision qui a été prise entre professionnels, on peut la comprendre parce qu'ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants. On peut comprendre ce qu'ils ont posé, je comprends. Hein. Mais n'empêche que quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est un peu dur quand même. Donc Tom va être hospitalisé et vraiment les soins palliatifs, j'aurais vraiment aimé les rencontrer plus tôt. J'avais une représentation des soins palliatifs qui n'était pas la bonne. Je pensais vraiment que c'était un service qui s'occupait des personnes en fin de vie. Or non, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques et quand ils vont mal, ils sont hospitalisés en soins palliatifs, ils vont mieux, ils rentrent chez eux. Enfin, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. On aurait pu travailler avec eux depuis plus longtemps et Tom aurait été soulagé. Vraiment, ça aurait été mieux pour tout le monde. C'est comme ça. En tout cas, Tom, là, sa douleur a vraiment été prise en charge. Et puis, il va être organisé une deuxième réunion à laquelle, cette fois, nous allons être conviés. Et là, en fait, on va nous demander qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Nous, c'est qu'il ne souffre pas. Donc là, on va nous expliquer qu'il est possible de le sédater pour qu'il ne souffre plus du tout. Donc c'est un peu comme s'il n'allait plus être présent, avec les yeux fermés, plus être présent, et qu'il ne souffrirait plus, mais que ça pouvait peut-être écourter sa vie. Donc là, avec son père, en fait, il faut qu'on donne notre accord. Alors à la fois, c'est quelque chose d'insoutenable, de dire je suis d'accord pour que mon petit bonhomme s'en aille, c'est terrible. Et à la fois, franchement, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux, parce que si nous avait exclus de ça, ça aurait été pire. Partant de là, on décide avec son père qu'en fait, on demande aux personnes qu'on employait de ne plus venir, de venir voir Tom si elles ont envie, mais de ne plus s'occuper de lui, et que nous, on va rester auprès de Tom et on va tourner, on va s'organiser pour être avec lui le plus longtemps possible. Le 30 juillet 2017, je dors la nuit avec Tom, et le matin, comme tous les matins, son père arrive et on discute, on échange 5 minutes, et pour tourner, voilà, ce qu'on faisait tous les jours. Et là, quand il arrive, quand il rentre dans la chambre, il y a aussi Eva qui entre dans la chambre. Eva, c'est l'aide-soignante du service, elle est super. Elle s'approche de Tom. Elle s'approche de Tom et elle nous dit je vais vous laisser parce que je pense qu'il est en train de partir. On s'est approché de lui. Il a respiré 3 fois et il est parti. C'est un super cadeau qu'il nous a fait, Tom. C'est un super cadeau parce que il est parti durant les 5 minutes où il y avait son père et sa mère. Et ça n'arrivait que 2 fois par jour. Je ne sais pas s'il a tout maîtrisé, mais moi j'ai envie de le croire vraiment. Donc Tom est parti et moi je suis encore là. Alexandre aussi est parti.
lendemain, quelques mois plus tôt. Et Gisèle aussi est encore là, ça va. Et nous, on doit continuer à vivre. Alors moi, j'étais en arrêt de travail depuis longtemps, parce que j'étais du tout réussi à travailler. Quand on est parti, j'ai coulé complètement. Mais quand j'étais en activité, j'ai touché des indemnités journalières. Mais Gisèle, elle, qui n'avait pas de salaire, Gisèle, elle vivait avec l'aide familiale qu'elle avait droit et avec la pension alimentaire du papa. Quand Alexandre est parti, le papa n'a pas demandé son reste et l'aide familiale s'est arrêtée du jour au lendemain. La loi a changé, aujourd'hui ils maintiennent les aides pendant 3 mois. Mais Gisèle, du jour au lendemain, n'avait pas d'indemnisation, pas de chômage, pas de chocolat, quoi. Si Gisèle avait eu un salaire, et même aussi, si Gisèle avait eu un salaire, elle aurait le droit à l'indemnité. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent d'un spot publicitaire de la sécurité sociale qui était diffusé dans les années 90. Alors ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps, ils se souviennent en tête, les autres peut-être un peu moins. Je vais vous les passer. Tout le monde ne va pas bien voir, mais ce qui est important, c'est d'entendre en fait. Pile, cachet, gélule, des remèdes, j'accumule. Ordonnance, prescription, plus il y en a, plus c'est bon. Arrêt de travail, c'est tentant. Prise en charge, remboursement. Pour des soins, je suis pas ratin. De toute façon, ça coûte rien. Hé les mecs, ça va pas bien la tête là. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. C'est vous, hein? C'est qui abuse? Sans déconner, c'est qui abuse? C'est moi parce que j'étais en arrêt maladie pendant si longtemps. C'est Gisèle qui prend des antidépresseurs. C'est qui abuse, quoi? Moi, ça m'a vraiment choqué ce truc-là. Si on arrêtait de se laisser embobiner, là, ce serait pas mal, hein? Non. Alors bon, moi, je connais un petit peu le handicap, hein, vu que j'y suis tombée dedans à un moment donné, bien comme il faut. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais si j'avais pas eu d'enfant handicapé, et qu'à la place, j'avais eu une amie qui avait un enfant handicapé, je veux dire, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je lui aurais dit toutes les conneries qu'on nous dit, hein. Je lui aurais dit, oh, qu'est-ce que tu es courageuse. Comme si c'était une histoire de courage. Je lui aurais dit, je sais pas moi, ce que tu fais là, c'est ce que tu fais, moi je pourrais pas. Je dirais, quand on est au pied du mur, on n'a pas le choix, on fait, on se pose pas la question. Hein. Ou comme tu es fusionnel, oui, tu dois changer les couches de ton gamin, faire ses toilettes jusqu'à 16 ans, oui, c'est... Et puis, il y a des gens aussi qui le disent peut-être moins, mais qui le pensent très fort. Le genre de phrase où ce serait le mien, moi je l'aurais placé. Hein. De ne pas se rendre compte en fait qu'il s'agit de nos enfants et qu'on les aime. Et j'ai eu aussi, je ne comprends pas comment on peut foutre sa vie en l'air pour un gosse handicapé. Vous savez qui c'est qui m'a dit ça? Je vous explique. Alors moi, il y a très longtemps que j'avais envie de faire cette formation, pour faire cette conférence gesticulée. Mais c'est vrai qu'honnêtement, pendant que j'avais Tom, c'était juste pas possible. J'aurais pu trouver l'espace-temps pour y aller, en m'organisant, mais j'aurais jamais trouvé l'espace dans la tête de m'investir dans un tel projet. Et ensuite, quand Tom est parti, je ne me sentais plus du tout, quoi. Je ramais, Puis on se rend compte que cette vie-là, au bout d'un moment, elle nous impacte aussi beaucoup. Hein. Bon, j'ai l'impression d'avoir vieilli 2 fois plus vite que les autres, d'avoir des gros problèmes de mémoire. Vous voyez, mes petites cartes là, mes collègues ils les ont plus, moi je les garde. Hein. Et donc, je me sentais plus capable de faire cette formation, mais à la fois ça me titillait quand même. Donc j'allais régulièrement sur le site. C'est un centre de formation qui s'appelle l'Ardeur. Donc j'allais régulièrement sur le site quand même. Et un jour je vois qu'ils proposaient des initiations aux conférences gesticulées. 2 jours dans les Pyrénées, dans un gîte. Voilà, je me dis, mais c'est nickel, parce que au moins, si j'arrive pas à raccrocher les wagons, ça va me permettre de tourner la page et de passer à autre chose.
Et sinon, peut-être d'embrayer. Donc j'y suis allée. Donc vu que je suis là, c'est que j'ai embrayé, donc c'est cool. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck Lepage, qui est la personne qui est à l'initiative des premières conférences gesticulées. La sienne, elle dure 7 heures, 8 heures. Bon, je vais vous épargner, je suis pas capable. Et donc, c'est en discutant avec Franck, vraiment là-bas, on a passé beaucoup de temps à discuter, et lui me posait beaucoup de questions sur le handicap, où je me suis rendu compte qu'en fait, ce mec-là, que je voyais comme quelqu'un qui avait énormément de savoir, qui avait compris plein de choses. Enfin, il fait beaucoup de vidéos. Moi, des fois, quand je ne comprenais pas un truc sur le niveau de l'actualité, Franck Lepage faisait partie des gens où j'allais voir ce qu'il racontait, comment il avait analysé le sujet, par exemple. Et là, je me retrouve avec lui. Et en fait, au niveau du handicap, waouh, il est super loin, quoi. Mais il est super loin parce que c'est pas du tout son domaine, c'est pas sa lutte, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais trop réfléchi, je pense. Et donc, c'est lui qui m'a dit cette phrase, mais il me l'a dit très posément, elle était amenée, et je le remercie de m'avoir dit ces phrases comme ça, parce qu'il m'a dit des phrases que beaucoup de gens pensent, mais ne me disent pas. Et donc, voilà, c'est lui qui m'a dit, mais je comprends pas comment on peut... ça vient en l'air pour un gosse handicapé, quoi. Mais c'était vraiment amené, et ça faisait partie des richesses de nos échanges, vraiment, complètement. Hein. Il m'a dit d'autres perles aussi, il m'a dit, mais je comprends pas comment on peut aimer un enfant qui parle pas. Je dis, ben un bébé, quand même, ça parle pas des masses, hein. Ah ouais. Ça relève juste de quelque chose de l'impensé, un truc qu'il n'avait pas à réfléchir. Après, il a réfléchi à plein d'autres choses, hein, super. Mais là, sur son côté handicap, c'était un peu loin, quoi. Et par contre, là, on se retrouve complètement avec Franck, c'est sur les conférences gesticulées, qui sont un point de vue situé. Moi, là, quand je vous parle, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Je vous fais part de mon histoire et de mon analyse à moi. Après, on peut échanger du coup là-dessus, et certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec moi, et ce n'est que plus riche, hein, dans les échanges. Mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter dans ce qu'on ne connaît pas, en fait. On pense toujours qu'on ne pourra pas, qu'on ne peut pas, que nous on ne peut pas. Moi, si on m'avait dit, quand j'avais 25 ans, ben, écoute, dans 3 ans, tu vas avoir un petit garçon, il aura telle maladie, il va se passer, c'est ça, j'aurais été convaincue que, ben non, moi je ne peux pas, quoi. Parce qu'on ne connaît pas, on ne se rend pas compte de nos ressources, quoi. On les a, et puis on ne se rend pas compte que c'est tout un cheminement qui se fait petit à petit. Tout ce cheminement, en fait, qui consiste à accepter l'inacceptable. Et ça, on n'y croit pas au départ, ça ne nous paraît pas possible. En fait, dans mes échanges avec Franck, c'était vraiment de se dire, mais qui qu'on soit et où qu'on soit, je veux dire, on peut, comment dire, je veux dire, notre expérience, elle ne vaut pas rien. Même si elle n'est pas sanctionnée par un statut, un salaire, je veux dire, notre expérience de parents d'enfants handicapés, elle est énorme, quoi. Et elle vaut plus que l'expertise d'un pro qui est diplômé ou machin. Elle ne vaut pas rien. Moi, le savoir que tout ce que j'ai accumulé, que j'ai compris, pour moi, ça vient en complémentarité d'un savoir professionnel. Moi, j'ai besoin des professionnels. Mais ça vient en complémentarité, on n'a pas les mêmes savoirs, quoi. En fait, nous parents, par expérience, nous devenons les spécialistes de nos enfants. Non. Et je pense que nous devons être entendus comme tels, ce qui n'est pas le cas. On n'entend pas les parents, on ne nous écoute pas, on nous décrédibilise un peu. Mais c'est pour tout pareil. Donc je trouve que ce serait aux enseignants à se réapproprier l'école, aux agriculteurs, à l'agriculture, aux ouvriers, à l'organisation du travail dans l'entreprise. Maintenant, là, je vais vous jouer ma dernière carte. Je vais jouer ma dernière carte pour toutes les Gisèles. Aujourd'hui, je n'exerce plus le métier de parent d'enfants handicapés. Mais j'en connais un paquet, là, qui usine encore dans le carré bleu, gratos, vraiment. Et je pense qu'il est temps de se mobiliser pour que cesse cette exploitation, parce que c'est vraiment une exploitation. Il faut vraiment se mobiliser, là.
vraiment se mobiliser pour obtenir des places en structure. Aujourd'hui, on est en train de fermer des places. On en ferme. Et on nous vend ça au nom de l'inclusion. Aujourd'hui, on ferme des places. C'est terrible. Il faut créer des dispositifs passerelles vers le milieu ordinaire. On connaît le dispositif des AESH au niveau de l'école. Elles sont en nombre restreint, c'est pas suffisant. Il y a des enfants qui ont besoin de toutes les heures à l'école d'être accompagnés. Ce n'est pas le cas. On se partage. Après, ils nous ont inventé les AESH collectives, mutualisées, pardon, oui, qu'il faut qu'on partage entre plusieurs élèves. Ben, c'est la misère, quoi. Et puis franchement, tant qu'on n'a pas de structure pour accueillir nos enfants, c'est quand même la moindre des choses qu'on ait une rémunération. Pardon. Ce serait quand même la moindre des choses qu'on ait une rémunération. Ça, c'est hyper important. C'est la base. Pardon. Merci. Je vous remercie beaucoup d'être tous restés là jusqu'au bout. Merci beaucoup. Donc maintenant, si ça vous dit, si vous avez envie d'échanger, de poser des questions, est-ce que dans ce que j'ai raconté, il y a des choses qui vous ont peut-être heurté ou vous vous êtes rendu compte de choses que vous ne saviez pas, ou ce que vous voulez? Je suis professionnelle dans la gamme. J'entends bien, hein, on entend les différents besoins, on entend aussi les différentes pressions qu'on a à faire les objectifs, à remplir les actes et puis le manque de moyens qui va avec. Donc on entend. Alors moi je suis psychologue, donc forcément j'ai une profession à l'écoute aussi, peut-être voilà. Oui. Je trouve que mes collègues ont une écoute attentive aux parents, mais on entend l'ensemble des besoins qu'il pourrait y avoir et l'impossibilité d'y répondre, quoi. Et de dire oui, il faudrait ça, il faudrait ça. Alors c'est quand on passe à l'action, voilà. Donc à notre niveau, on se dit qu'il faut qu'on ait du sens à ce qu'on fait. C'est pas le tout d'avoir une file active et d'avoir un certain nombre d'enfants qu'on voit. C'est d'avoir une qualité aussi dans l'accompagnement. Alors là, aujourd'hui, les enfants, ils sont en liste d'attente pour accéder aux soins. Ah, tout à fait. C'est quand même énorme. Hier, j'étais sur une présentation de la pédopsychiatrie en Sarthe, chez nous. Ouais. On était sur 1000 enfants sur liste d'attente en CMD. Ouais. Donc 1000 enfants, c'est énorme. En sachant que la pédopsychiatrie, c'est pas tous les enfants, c'est des enfants particuliers avec des besoins très particuliers. Donc bon, voilà. Donc il y a beaucoup de militantisme à avoir parce que la lutte n'est pas finie. Sur Agen, au niveau du pôle ado en psychiatrie, un temps, ils ne prenaient que les ados où il y avait un risque de TS, tentative de suicide. Oui. S'il n'y avait pas de TS, ils ne prenaient pas. Tellement ils sont sous l'eau, quoi. C'est vraiment... La priorité des priorités, ça va être le risque vital. Oui. Voilà. Donc, on ne parle même pas de prévention, là. Non. On est loin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelques mois, peut-être 6 mois avant l'été, il y a un papa dans le nord de la France qui est maire d'une petite commune dont j'ai oublié le nom et qui a un fils autiste et qui n'avait pas de place. Il a fait une grève de la faim et il a obtenu une place pour son fils. Et du coup, il s'est dit, non mais, ok, il y a une place pour mon fils, mais les autres, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, il y a des grèves de la faim, des machins, en fait, au niveau des territoires, il se passe un peu quelque chose, on met vite la marmite, le chapeau sur la marmite. Donc en fait, ce papa, je crois qu'il s'appelle Sergio Loiseau, il a eu, comme sa grève de la faim a été très médiatisée, le fait qu'il soit maire, je pense, ça a joué, c'est très bien. Il a été très médiatisé, il y a énormément de gens qui lui ont écrit, de parents qui lui ont écrit, et du coup, il a échangé, il a rappelé des gens, il a échangé, et il est parti dans la création d'un parti politique autour du handicap. Alors l'idée, c'est pas vraiment d'être élu président de la République, l'idée c'est de faire connaître la cause, de faire entendre ce qu'on vit.
Et il existe un parti animalier, là, on défend les chiens et les chats, j'ai rien contre les chiens et les chats, mais je veux dire, on peut tout à fait imaginer que des gens soient sensibles quand même à notre cause. Lui, il a calculé, il y avait tant de personnes en situation de handicap, tant de parents, familles autour, tant de professionnels, et qu'on arrive à quand même à une masse de gens qui souffrent au quotidien, parce que dans les professionnels, il y a des gens qui souffrent vraiment, hein, aussi. Donc il y a une masse de gens, et voilà, moi je trouve que son idée, elle est pas mal. Donc il est au début de l'histoire, mais j'espère que ça va prendre corps, son projet, et c'est bien parti pour. Parce qu'effectivement, moi j'ai pas d'autre idée, quoi. J'ai pas d'idée. À part sensibiliser, partager, expliquer. Après, moi, c'est très souvent que quand je joue ma conférence, il y a des gens qui me disent mais on ne s'imaginait pas, hein. On ne se rendait pas compte. Hein. C'est pas connu quand même. Hein. Puis de ce côté, quand on est maman, on dirait que c'est juste normal, quoi, de faire tout ce qu'on fait. Et ça n'a pas de lien avec l'amour qu'on éprouve pour nos enfants, bien évidemment. Quoi. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, même sur la faute. J'ai plus une remarque. Oui. Ce que je vais retenir, je pense surtout, c'est votre image de quand vous avez mis votre enfant à l'IME, il n'y avait pas de place d'orthophoniste, donc voilà, et vous disiez effectivement un enfant non handicapé dans une école, on ne va pas lui dire il n'y a pas de prof de maths, enfin voilà. Et ça, je me dis, enfin, j'avais jamais vu les choses comme ça en me disant, ben, c'est vrai qu'un enfant qui n'a pas de handicap, il va forcément à l'école, on ne se pose pas la question. Enfin, on investit peu sur les enfants handicapés parce que ça ne deviendra pas non plus des travailleurs. On peut voir aussi les choses comme ça. Les gens votent. Oui. Aussi. Ouais. Non, tout à fait. Juste une observation, je reviens sur le moment où on parlait du salaire en fait pour les enfants. Il y a quelques années, en fait, j'avais creusé un petit peu le sujet juste sur le poids économique en fait je crois que c'était le lycée qui avait fait une estimation, enfin, bref, et ils étaient arrivés en fait à calculer ce que pouvait représenter le poids économique des élèves. En gros, les économies apportées à la société des élèves. Et ils arrivaient à 160 milliards d'euros à raison, je crois, de 20 heures par semaine. Donc 20 heures, déjà même, c'est une estimation à minima. C'est H24, par exemple, dans le cadre quand on a un enfant en dépendance totale, c'est du H24 en gros. Donc c'était vraiment une estimation qui était déjà colossale. 150 milliards, c'était monstrueux. Enfin, enfin, c'est vrai que l'idée est belle, mais ce salaire, en fait, ça paraît presque une utopie totale. C'est tellement l'enveloppe est énormissime. Ah ben oui, mais bon. Ouais. Je connais plein de gens qui reçoivent des milliards d'aides de l'État. Vous voulez des noms? On en connaît tous, quoi. Quand je vois à l'assaut le nombre de parents qui tiennent, qui sont sous médoc, qui sont plus dans la vie du tout, quoi. Est-ce qu'on continue à laisser des jeunes, les parents, vivre comme ça, quoi. Puis dans tous les couples qui éclatent, parce que comme le taux de séparation il est beaucoup plus élevé quand il y a un enfant handicapé qu'il y a des enfants qui vont bien. Puis on voit aussi que c'est souvent les mamans, oui, qui se retrouvent à avoir la charge de cet enfant parce qu'elles l'ont toujours fait, elles s'en sont toujours occupées. Alors moi je jette pas la pierre trop vite sur les papas parce que je me rends compte en fait j'ai l'impression que culturellement c'est plutôt les mamans qui s'occupent des bébés et les papas prennent le relais un peu plus tard et qu'avec le handicap c'est comme si les enfants restaient un peu comme des bébés et du coup elles lâchent pas l'affaire. Et les papas prennent pas, mais moi j'ai entendu des mamans dire ah non mais mon mari moi, il ne change jamais de protection, hein, mais tu veux pas qu'il serait bien, oui, qu'on peut faire pour qu'il le fasse. Elle me dit mais non, il sait pas faire, Enfin, je veux dire, voilà quoi. Je jette la bière à personne, hein, je comprends la position de chacun, hein, mais du coup c'est vrai que quand il y a séparation, ça continue quoi. Le nombre de mamans aussi qui expliquent, on a une maman à l'assaut qui pose ses congés sur les durées de fermeture de l'IME. Donc elle n'a jamais de temporel, quoi.
Et elle explique que quand elle revient travailler, c'est... Ouais. Après, si vous avez d'autres idées que la mienne pour sortir, je suis à l'écoute, hein, mais comment on fait pas. Je partage aussi votre point de vue sur la forme d'hypocrisie des pouvoirs publics sous prétexte de l'inclusion à quasiment fermer à déjà ne pas créer de structure, et après se pose aussi la question du personnel en suffisance, avec une vraie reconnaissance salariale derrière, pour que les gens soient motivés à aller bosser avec des vrais projets. Mais on noie un peu le poisson, effectivement, avec cette formule. C'est-à-dire qu'on va vraiment inclure tous les enfants, et puis tout profil de handicap confondu. Vous allez voir, on va y arriver. Et non, je pense que ça aussi, c'est un prétexte pour pas vraiment mettre les mains dans le cambouis et alors, soit pérenniser ou développer peut-être l'existant. Déjà, ce serait un minimum. Et dans le meilleur des cas, essayer d'avoir des places, quoi. Des places adaptées pour nos enfants. Et en même temps, ce qu'on parle pas là, je trouve, c'est le côté, alors en fait, on des places en structure, mais on voit bien aussi les structures qui ne sont pas du tout adaptées à tous les handicaps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le handicap, et puis il y a dans les formes de handicap, se sentir encore plus handicapé. Enfin, je sais qu'une autre fille, elle a des problèmes médicaux, des problèmes psychomoteurs, des problèmes intellectuels, donc en fait, mais réunir les trois dans une seule structure, non, là on peut pas, parce qu'en fait, elle n'est pas suffisamment polyhandicapée, parce qu'elle marche, c'est bon, on a vu ça, mais en fait, comme elle est épileptique, il faudrait mieux qu'elle soit polyhandicapée. Enfin, vous voyez, il y a tout ça, donc c'est vrai que quand on parle du nombre de places en structure, je suis d'accord, mais il y a aussi ce problème d'adaptation aussi de la structure. On veut les rentrer dans une case, alors qu'en fait... Oui, on pourrait imaginer qu'il y ait des places adaptées à chacun. Oui, voilà, si on voulait aller... parce qu'il y a tout ce problème, c'est-à-dire que le parcours de la structure, franchement, on en est presque des fois à culpabiliser, de se dire, bon, en fait, on a une place en structure, mais en fait, clairement, est-ce que c'est... Enfin, je sais plus, on a fait le choix de la structure parce qu'on a envie de continuer à travailler et parce qu'on sait que... comme vous disiez, c'est plus reposant d'aller au boulot, et même quand on a sérieusement, c'est plus reposant que ça nous apporte tout, donc on a fait ce choix-là, mais sincèrement, quand on la voit, quand on l'emmène là-bas, d'ailleurs j'aime mieux ne pas l'emmener, je me dis, mais en fait, tout ça, là, tout ce qui devrait être lié, non, ça ne l'est pas forcément. Nous, des fois, on culpabilise à la maison le week-end à dire, ah tiens, là, on lui a pas proposé un truc et tout, mais en fait, des fois, en structure où ça devrait être le cas, un peu de stimulation et tout, c'est encore moins fait, quoi. Oui. Ne serait-ce qu'une petite balade, des choses. Nous, je sais qu'on en est là, à dire, s'il vous plaît, sortez-la un petit peu, de temps en temps, parce qu'elle pète un câble si elle sort pas. Et on ne demande pas la sortie, pas la lumière, du sensoriel. On demande juste si elle peut avoir une récréation, quoi. Mais encore une fois, c'est pas pour condamner des IME qui tout ça. Ah mais non, mais les IME, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Oui, c'est le système, quoi. C'est tout un système qui... Oui, c'est une révolution entière qu'il faut faire. Je trouve que cette forme ce soir, ça permet de faire plein de choses autrement que ce qu'on peut dire au quotidien, de ce qu'on fait nous. Mais du coup, dans les gens que tu vois qui viennent assister à la conférence gesticulée, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées ou qui n'ont pas idée de... Parce que c'est ces gens-là qu'il faut qu'on arrive à mettre une graine et à faire. Je suis bien d'accord. Après, le handicap, c'est pas très glamour, tu vois. Mais non, mais j'ai et que ça se vend pas bien. Si que oui, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont déjà une ouverture au handicap. Alors, à la fois, je trouve quand même que c'est bien parce que je sème un peu des graines, parce qu'il y a aussi des mamans qui me disent que, en fait, elles ne comprennent pas l'histoire du salaire parce que c'est leur enfant et qu'elles les aiment. Alors que, avec Gisèle, par exemple, à un moment donné, je lui disais, mais c'est fou parce que si on habitait plus près, je t'embaucherais pour t'occuper de mon fils.
toi tu m'embaucherais pour m'occuper du tien, et en toute légalité, on aurait un statut, un salaire. Donc c'est vraiment parce que c'est nos enfants qu'on... Tu vois, c'est pas le travail qui est fait, c'est parce qu'on est vraiment, que tout le monde trouve normal qu'on vive ça, quoi. Moi, ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'était sur la place des familles, où vous parliez en fait qu'on sait comme si on savait moins, alors qu'en fait on passe tout notre temps. Voilà. Et moi, pour en revenir sur la place des structures, alors vous allez me dire, décidément, elle est pas contente, mais moi, je trouve que ce parcours d'accès à la structure, en fait, quand on arrive à l'âge où on sait que l'enfant va devoir aller en structure, c'est une sacrée étape en tant que parent. Et moi, je me rappelle le soir de se dire, bon bah ça y est, on y rentre, ça va être dur, mais en même temps, on va enfin croiser des gens qui savent, on va nous aider en fait. Et puis on va être ensemble, on va construire. Et en fait, pas du tout. On s'est toujours senti un petit peu isolé. Je vais prendre l'exemple, et souvent c'est ce que je disais à l'IME, les sorties piscine, où c'était, ben non, franchement, je ne peux pas aller à la piscine parce qu'il y a l'épileptique, par exemple. Alors, bing, voilà, on ne peut pas. Et donc, nous, on disait, on comprend vos peurs, par contre, ça nous ferait plaisir de vous accompagner. Elle avait ses petits frères, on les accompagne à l'école normale. À l'école, ils cherchent d'ailleurs des parents. Et à l'IME, jamais. Et c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi nous, en fait, alors que ça permettrait de nous sentir plus en confiance, franchement, on profiterait avec les autres. Et non, ça, c'est pas possible. C'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi, en fait, il n'y a pas cette relation d'aide. Puis dans les écoles, ils font ça aussi parce qu'ils ont besoin de monde en plus. Alors on dit dans les IME, oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais quand on propose notre aide en tant que parent, c'est un peu louche, quoi. C'est genre, elle va venir observer un fonctionnement. Enfin, moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre ça. Alors qu'en fait, c'est juste venir donner de l'aide comme le font les écoles. Et pourquoi autant de peur, je ne saisis pas. Il y a quelques années, avec l'association Ton Enfant Fort, on a fait un documentaire, le quotidien de 8 familles de l'assaut, en fait. C'est surtout pour donner la parole aux parents et aux fratries. Et ce film, en fait, il a tourné un petit peu dans les cinémas, donc c'était cool avec notre maman. On a baladé, c'était chouette. Et on allait dans les cinémas et on échangeait avec la salle, quoi. Et j'ai perdu le fil. Oui, voilà. Et en fait, un jour, on est allé, le film a été diffusé à Saint-Dié-les-Vosges, c'est à côté de Strasbourg. Et là, on a découvert une structure, on est tombé des nues, quoi. Donc c'est une structure où, ce que vous dites, je veux dire, eux, ils étaient hyper contents qu'il y avait des parents qui venaient accompagner, parce qu'ils avaient de la main-d'œuvre en plus. L'IME est dans le cœur de ville, dans Saint-Dié-les-Vosges, il y a la structure, elle est dans le cœur de ville, et ils ont un espace, une grande salle avec une scène, qui mettent gratuitement à disposition des entreprises. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'une salle qui viennent faire leur conférence, leur machin, ce qui fait qu'on amène le milieu ordinaire dans la structure, qu'il y a un échange, et ça marche super bien. J'ai visité aussi un IME qui organisait des partenariats avec les écoles, où les écoles allaient dans l'IME, avec les enfants, tout bien propre, qui vont bien, voilà, et après les enfants de l'IME allaient dans l'école. Moi, effectivement, dans le sud-ouest, je n'ai jamais vu ça, hein. C'est très... Moi, mon fils, la structure a évolué depuis, mais l'IME où il était, on n'avait pas le droit de rentrer dedans, quoi. Quand on le cherchait, on attendait, on l'amenait. Et quand on court-circuitait le truc, comme j'y allais quand même, il y avait des repères partout, on nous appelait, et vite, quelqu'un venait à notre école en disant... Voilà. C'est pas très rassurant quand même. Ça, à 6 ans. Oui, à 6 ans. Pareil, on tentait de se dire, non, mais c'est bon, on va accompagner. Oui. Et en fait, il y a toujours un côté un peu suspicieux. Oui. J'arrive pas vraiment d'où ça vient. Ça. Pourquoi c'est pas aussi ouvert parce que je suis persuadée, quand on parle avec les professionnels de terrain et tout, au final, il y a quand même aussi, on peut interroger les formations d'éduc, où en fait c'est tout à fait possible de sortir de formation avec son diplôme en poche sans jamais avoir croisé un parent. Bien sûr, c'est vrai, souvent. Et qu'en fait, certains éducs, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais en tout cas, il y a certains éducs qui ont une représentation du parent. C'est-à-dire que c'est la continuité de l'enfant, c'est du public fragilisé qu'il faut accompagner, au lieu de considérer les parents comme des personnes ressources. Là, il y a un problème, quoi. C'est vraiment... Et il y a beaucoup d'éducs, en fait, ils ont cette formation-là, et voilà. Ou institutionnellement aussi. Est-ce que c'est toujours du côté des éducs ou un peu l'institution
les parents un peu dehors, l'administratif. Que pays? Mais on ne mélange pas. Non, on ne mélange pas. Alors que tout le monde a gagné. Forcément, dans les formations, ça, tu le retrouves parce que c'est vrai que tu dis dans les institutions, dans les établissements, les familles, on les voit peu. Et aujourd'hui, les stagiaires, les jeunes qui vont sur la formation d'études, finalement, aller en stage sur des petites structures où tu peux rencontrer des familles, c'est très compliqué. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 2 ans. D'accord. Et c'est quelque chose, enfin, qui peut se faire, alors c'est d'autres termes, enfin, c'est... Ah ben évidemment. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Et c'est vous, oui, voilà. Et c'est vous qui créez votre spectacle. L'idée, c'est que c'est incarné et on parle de soi. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas raconter l'histoire d'un autre, c'est s'appuyer sur son expérience. Franchement, on a tous une expérience. Tout le monde dans cette salle peut faire une conférence gesticulée, vraiment. On ne se rend pas compte, on a tous matière, on a tous des savoirs, on a tous construit des savoirs que l'autre ne sait pas. Mais dans tous les domaines, imaginez un jeune agriculteur qui va faire une conférence gesticulée, il va venir vous expliquer, il va vous parler de la PAC, la politique agricole commune, de ce qu'il fait, de son quotidien. Imaginez le jeune qui a grandi dans les cités, il a tout à apprendre de ce mec-là. Et inversement, le jeune issu de parents agriculteurs, il a une représentation du jeune qui vit dans les cités, il casse des voitures, ça va très vite les clichés. Et que le fait s'ils allaient chacun voir la conférence gesticulée de l'autre, c'est tout un monde, c'est question de compréhension, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup de conférenciers gesticulants vers chez moi, mais sinon, on y va un peu les yeux fermés, parce que peu importe le sujet, une conférence gesticulée, on va rencontrer quelqu'un, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui raconte quelque chose de sa vie et oui. Après, c'est quelque chose de politisé, forcément. C'est-à-dire, ça met le doigt sur un point de domination, c'est ça qu'on va chercher, qu'on va travailler, qu'on va creuser, quoi. Si vous faites du yoga, vous êtes passionné du yoga et vous voulez faire une conférence gesticulée sur le yoga, je vois pas trop comment. Ça gesticule pas trop, c'est Et en quelques mots, on a envie d'en savoir plus sur Tom en fanfare. Donc en fait, aujourd'hui, elle en est une double association. Alors, Tom en fanfare, on a surtout développé un gros projet d'accompagnement des enfants handicapés en accueil de loisirs ou en extérieur. Piscine, aller boire une grenadine. Et notre principe, c'est on commence par rencontrer les parents, c'est nous tout part de là. On a créé un petit outil. En fait, on ne demande pas la pathologie, parce qu'on s'en fout royalement de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce que l'enfant, le jeune aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, qu'est-ce qui peut être source d'angoisse, qu'est-ce qui peut le rassurer, et voilà, et qu'est-ce qu'on lui propose comme activité. Et c'est un truc sur lequel les accompagnants s'appuient, surtout au départ, quand ils ne connaissent pas l'enfant, et petit à petit, après, les éducateurs de l'asso, quand ils connaissent bien les enfants, du coup, sont source de propositions. Parce que des fois, les parents, ils savent que tel truc, ça marche bien, mais ça aussi, ils n'ont pas forcément idée de d'autres choses, et du coup, on amène, et voilà. On organise aussi des sorties un peu de groupe, parce que depuis quelques mois, on a un camion, ça c'est cool. Donc on peut, du coup, alors c'est un taux d'encadrement de 1 pour 1, en gros, et que le groupe nous permet aussi de faire 4 accompagnants, 5 enfants, une fois. Voilà, ce qui permet de proposer plus. Qu'on est très limité, c'est-à-dire que, comme d'hab, quand les enfants qui ne sont pas handicapés, si les parents sont bien organisés, les enfants peuvent aller en accueil de loisirs toutes les vacances scolaires. Nous, les enfants handicapés, même quand les parents sont hyper bien organisés, ils ont 2 demi-journées, 3 demi-journées max, parce qu'on ne peut pas faire plus, quoi. Je veux dire, on ne répond que très partiellement aux besoins. Voilà. Après, on a monté un centre de formation, on fait de la formation aussi pour sensibiliser les professionnels accueillants, en fait. Alors nous, on ne forme pas au handicap parce qu'on trouve ça juste complètement con, en fait. L'intérêt, c'est comment on accueille un enfant différent et sa famille, quoi, et comment le parent est une personne ressource, parce que c'est elle qui a les clés, c'est tout. Quand on tourne ça dans tous les sens, nous, on apprend ça aux animateurs. Et il y a beaucoup, alors maintenant on travaille depuis longtemps avec les accueils de loisirs de la Genée et du département,
Mais au départ, c'était compliqué, quoi. Et ils étaient persuadés que maintenant, que ça n'allait pas être possible. Et après, il y a aussi, des fois, on accompagne les enfants au début, même si nous, on est convaincus qu'il n'y a pas besoin. On accompagne au début parce que ça rassure les parents et ça rassure les équipes d'animation. Mais très vite, ils se rendent compte que l'accompagnant, il est en retrait. Et que, en fait, c'est ça son boulot, c'est d'être max en retrait, en fait. Voilà. Après, nous, il y a eu des accueils de loisirs qui nous ont dit « Ah oui, non, mais nous, c'est pas dans notre projet éducatif d'accueillir les enfants handicapés. » Il y a des directeurs, je me souviens d'un directeur qui nous a dit « Bon, mais ok, mais moi, je suis municipale, donc vous demandez l'autorisation à la mairie d'accueillir, qu'on puisse accueillir les enfants handicapés. » Je dis « Mais tu rigoles, quoi. On lui demande une autorisation de t'apporter gratuitement l'aide nécessaire pour que tu appliques la loi. C'est fou, quoi. » Ou certains aussi, ah non, mais nous, on ne prend pas les enfants handicapés. Ouais. Et c'est marrant, la discrimination sur le handicap, comme franchement, elle passe partout. Parce que, imaginez quelqu'un, des gens un peu racistes, ils savent qu'il ne faut pas dire « nous, on ne veut pas les arabes ». Ça, ils le savent, ils savent qu'il ne faut pas le dire. Le handicap, ça paraît juste normal. Moi, je me rappelle des structures qui disaient tout ce qui est handicap sensoriel, physique, tout ça, ça ira, en fait. En malvoyant, voilà. Et en fauteuil, mais pas trop de troubles du comportement. Enfin, en gros, ce qu'on entend derrière, c'est pas trop de troubles du comportement, pas le truc le plus pénible, enfin, j'ai envie de dire, le plus compliqué à prendre en charge. Il y a aussi peut-être une identification qui est plus facile quand on est malvoyant, de se dire quelqu'un qui est malvoyant, ça reste quand même une vraie personne. Je veux dire, sur certains trucs du comportement, c'est plus trop. Et après, il y a plein d'enfants qui ne sont pas accueillis, vraiment par une méconnaissance. Tout ce qui est autisme, par exemple, c'est quand même trop dommage, très souvent. Très souvent, ce serait possible. Juste quelques aménagements. Oui. En tout cas, ça fait du bien, parce qu'en fait, sans se connaître, de voir ça, je pense que tous les parents d'enfants en situation de handicap, voilà, en fait, c'est ça, et tous à notre niveau. On peut les voir le handicap. Moi, je vous remercie vraiment l'association des Pachas de m'avoir invité et de m'avoir fait confiance. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Puis nous, c'était d'autant plus chouette que ça soutient en fait homme-enfant-femme. Ouais. Avec qui on se sent proche, en fait, je dirais. Donc, quitte à prendre un prestataire, autant être proche dans les valeurs, quoi. Je pense qu'on a les mêmes. Oui. Ouais, ça va bien. Si vous êtes d'accord, on va rallumer la lumière, on va libérer le projecteur et puis on peut, si on a envie, prendre un petit verre ensemble et continuer de discuter. Et que toi, tu puisses aussi aller un peu plus. Ça marche. Mais merci beaucoup, vraiment.